Maman, j'aimerais que tu prennes en charge le repas de Noël cette année. 15 personnes de la famille de Louis seront présentes, et tu sais mieux que personne comment cuisiner. La voix de Clara au téléphone était légère, presque désinvolte, comme si elle lui demandait un service banal. Hortensia Castillo sentit son cœur se serrer en entendant ces mots. À 72 ans, après 45 ans de mariage et 30 ans passés veuve, voilà ce qu'on lui demandait encore, cuisiner pour 15 convives. Elle serra le combiné dans sa main. « Clara, pourquoi devrais-je tout organiser moi-même » demanda-t-elle, la voix tendue. À l'autre bout du fil, Clara soupira, comme une enfant contrariée. « Oh maman, tu as du temps libre, nous on travaille tous les jours. Et puis la maison de Louis est trop petite pour accueillir tout le monde. La tienne est idéale, grande salle à manger, belle cuisine, et puis, soyons honnêtes, personne ne prépare la dinde comme toi. » Hortensia ferma les yeux. Elle était debout dans la même cuisine où elle avait nourri sa fille petite, où elle avait attendu des nuits entières qu'elle rentre de ses sorties, où elle avait pleuré seule après l'enterrement de son mari. Comment Clara pouvait-elle oublier à ce point qu'elle était sa mère, et non sa domestique? « Ma chérie, je suis ta mère, pas ta servante. Oh maman, ne dramatise pas. C'est juste un dîner de famille. Tu achètes tout, je te rembourserai après. » Louis a déjà demandé à sa mère d'apporter les desserts. Toi, tu t'occupes seulement du repas principal, des accompagnements, des entrées, du ménage avant et après. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Ces mots résonnèrent comme une gifle. Pour Hortensia, ce n'était pas un simple repas. C'était une nouvelle humiliation qui s'ajoutait à toutes les autres. Sa fille ne voyait pas ses efforts, elle voyait juste une cuisinière gratuite. Et Clara en rajouta. Au fait, la famille de Louis est assez compliquée avec la nourriture. Pas trop d'épices, tante Carmen est intolérante au gluten, Massia est végétarien, et la grand-mère de Louis ne mange que la viande bien cuite. Ah, et il faut du vin rouge, mais pas trop cher, parce que ça fait beaucoup au final. Chaque mot l'enfonçait davantage, et Hortensia resta muette, le cœur lourd. Elle comprit alors que ce n'était pas seulement une histoire de Noël, mais toute une vie passée à dire oui, à tout accepter sans jamais poser de limite. 15 personnes. Répéta-t-elle, presque pour elle-même. Puis, d'une voix glaciale, « Et toi, Clara, que comptes-tu faire pendant que je préparerai tout pour la famille de ton mari ?»« Mais maman, je serai là pour aider. Je peux mettre la table, servir les boissons. Louis, lui, sera occupé avec sa famille. Tu sais comment sont ces réunions. » Un rire amer monta dans la gorge d'Hortensia. Son cœur ne s'était pas brisé. C'était sa patience, sa docilité, son éternel besoin d'être parfaite. Elle avait toujours été celle qui arrangeait tout, qui se sacrifiait pour les autres. Mais cette fois, une colère lucide remplaçait sa résignation. « Dis-moi, Clara, quand est-ce que Louis et sa famille m'ont invité quelque part pour la dernière fois? Quand m'ont-ils traité comme une grand-mère et non comme une bonne? Maman, s'il te plaît, ne commence pas. Il t'aime bien, mais tu sais, Louis est réservé, il n'ose pas. » Reserve? Louis, qui n'hésitait jamais à lui demander de l'argent pour ses réparations de voiture. Louis, qui la laissait payer chaque addition au restaurant. Hortensia comprit alors qu'il n'y avait pas de timidité, seulement de l'égoïsme. Et elle, depuis trop longtemps, avait laissé faire. Louis, qui n'avait jamais hésité à utiliser sa maison comme hôtel gratuit quand ses parents venaient lui rendre visite de l'extérieur. « D'accord, Clara, je comprends parfaitement maintenant. » La voix d'Hortensia avait changé. Elle n'avait plus l'air de la mère compréhensive et disponible qu'elle avait toujours été. Elle avait une voix froide, calculatrice, différente. Clara sembla le remarquer car son ton devint plus doux, plus manipulateur. « Ça veut dire oui, maman. Tu t'occuperas de tout. Je te promets que ce sera un magnifique Noël, et que tout le monde se souviendra de ta merveilleuse cuisinière. » Hortensia regardait par la fenêtre de sa cuisine le jardin qu'elle entretenait depuis des décennies, les rosiers qu'elle avait plantés quand Clara était enfant, la balançoire rouillée où elle avait poussé sa petite fille, qui vivait maintenant dans une autre ville et l'appelait à peine. Son monde était devenu petit, réduit à son utilité pour les autres. « Clara, mon amour, j'ai une nouvelle pour toi. Ton mari et sa famille viennent pour Noël. » Parfait. Ensuite, je pars en voyage, et tu t'occupes de tout le monde, car je ne suis pas nounou, et encore moins employée. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Hortensia pouvait presque entendre les pensées paniquées de sa fille. J'imaginais son visage pâle, ses yeux écarquillés d'horreur à l'idée de devoir organiser elle-même un dîner pour 15 personnes exigeantes. « Quoi? Maman, tu n'es pas sérieuse. Un voyage, où? Avec qui? Maman, c'est ridicule. Tout est déjà prévu. Tout est prévu par toi, Clara, sans me demander si je voulais y participer. » Hortensia raccrocha le téléphone,
les mains tremblantes, et fixa l'appareil comme un objet étranger. Pour la première fois depuis des décennies, elle avait dit non. Pour la première fois de sa vie, elle avait posé des limites, et le sentiment était aussi terrifiant que libérateur. Elle se dirigea lentement vers son salon, où les photos de toute une vie la fixaient depuis les étagères. Il y avait Clara à 5 ans, dans sa robe rose à pois, souriant édentément dans le jardin. Il y avait son défunt mari Roberto, beau et jeune dans son uniforme militaire, avant que la vie ne les rattrape avec ses factures, ses maladies et ses déceptions. Il y avait les photos des premiers Noëls de Clara, quand Hortensia croyait qu'être mère était tout ce dont elle avait besoin pour être heureuse. Quand tout cela avait-il commencé? Quand avait-elle cessé d'être Hortensia, la femme avec ses propres rêves et désirs, pour devenir simplement la mère de Clara? Elle se souvenait du jour de la mort de Roberto, 30 ans plus tôt. Clara avait à peine 15 ans, et Hortensia s'était promis d'être à la fois père et mère, de ne manquer de rien pour sa fille, et elle avait tenu parole. Elle avait travaillé en double équipe à l'usine textile jusqu'à ce que ses mains deviennent rugueuses et ses épaules voûtées. Elle avait vendu ses bijoux de mariage pour payer les études supérieures de Clara. Elle avait renoncé à l'idée de retomber amoureuse, car Clara avait besoin de stabilité. Elle avait ravalé sa solitude pendant 30 ans, car sa fille était ce qu'il y avait de plus important. Lorsque Clara avait épousé Louis, 5 ans auparavant, Hortensia pensait pouvoir enfin vivre un peu pour elle-même, que sa fille, maintenant adulte et installée, n'aurait plus autant besoin d'elle. Quelle naïveté. La première faveur arriva 2 mois après le mariage. Maman, peux-tu nous prêter $2000 pour la compte de Louis? On te remboursera le mois prochain. Le mois suivant n'est jamais arrivé, mais d'autres services sont arrivés. Maman, peux-tu garder la maison pendant notre lune de miel tardive à Cancun? Maman, peux-tu héberger les parents de Louis quand ils viennent nous rendre visite? Notre maison est toute petite. Et Hortensia disait toujours oui, toujours souriante, toujours disponible. Elle entra dans sa chambre et ouvrit le tiroir de sa table de chevet, où elle rangeait ses documents importants. Il y avait le carnet où elle notait toutes les dépenses familiales. Pendant des années, elle avait tenu des registres méticuleux, non par méfiance, mais par habitude, une femme travailleuse qui connaît la valeur de chaque centime. Les chiffres lui firent l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Ces 5 dernières années, elle avait dépensé plus de $15 000 pour Clara et Louis. $1000 provenaient de sa pension, de ses économies, de l'argent qu'elle avait mis de côté pour ses propres frais médicaux plus tard. Le dîner d'anniversaire de Louis, $10. La réparation de la voiture de Clara, $800. Les courses de Noël pour toute la famille, $950. Les billets d'avion pour Clara et Louis chez leurs beaux-parents, $600. La déclaration de revenus de Louis quand il a perdu son emploi, $1200 pour 3 mois. Et jamais, pas une seule fois, il ne lui avait demandé comment elle allait, si elle avait besoin de quelque chose, si elle avait assez d'argent pour ses médicaments ou pour réparer le toit qui fuyait qu'elle ignorait depuis 2 ans parce qu'elle préférait donner la priorité aux urgences de Clara. Elle s'assit au bord de son lit et pour la première fois depuis des années, s'autorisa à pleurer. Elle ne pleurait pas de tristesse, elle pleurait de colère. De la colère contre Clara de la prendre pour acquise. De la colère contre Louise de la traiter comme une domestique gratuite, mais surtout de la colère contre elle-même d'avoir laissé cela arriver. Le téléphone sonna. C'était encore Clara. « Maman, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça. J'ai déjà dit à Louis que tu allais cuisiner. Il avait déjà invité toute sa famille. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne sais même pas cuisiner pour autant de monde. » « Apprends, » répondit Hortensia avec un calme qu'elle ignorait posséder. « Maman, c'est absurde. Annule ce voyage ridicule. Où vas-tu aller seule? Avec quel argent? Soyons realists. On ne peut pas voyager seul à ton âge. À son âge. Comme si avoir 72 ans l'avait automatiquement transformée en invalide ayant besoin d'une autorisation pour prendre ses propres décisions, comme si être grand-mère la forçait à renoncer à jamais à être une femme avec ses propres désirs. Clara, j'ai assez d'argent pour voyager, le même argent que je dépense pour toi depuis des années. De quoi parles-tu? On ne t'a jamais demandé d'argent. Le mensonge était si flagrant qu'Hortensia en eut la nausée. Clara avait vraiment oublié tous les prêts qu'elle n'avait jamais remboursés ou avait simplement décidé qu'ils ne comptaient pas parce qu'ils venaient de sa mère. Clara, j'ai tous les reçus, tous les bons. Chaque centime que j'ai dépensé pour toi pendant 5 ans est documenté. Silence. Puis la voix déclare, plus faible, plus incertaine. Maman, c'est ça, c'est différent. On est une famille. Les familles s'entraident. Tu as raison, mon amour. Les familles s'entraident. Quand m'as-tu aidé pour la dernière fois? Encore un silence. Hortensia savait que Clara faisait désespérément le point, essayant de se souvenir d'un geste de générosité envers sa mère. Elle ne le trouverait pas, car il n'existait pas.
Je suis toujours là pour toi, maman. Je t'appelle toujours. M'appelles-tu quand tu as besoin de quelque chose? Il y a une différence. La vérité flottait dans l'air comme une accusation. Hortensia se leva et se dirigea vers sa fenêtre, regardant la rue où elle avait vécu 40 ans. La même rue où elle avait élevé Clara, où elle avait pleuré la mort de Roberto, où elle avait vieilli en attendant que quelqu'un la traite avec le respect qu'elle méritait. Demain, je vais à l'agence de voyage, dit-elle finalement, et tu vas devoir te débrouiller toute seule. Cette nuit-là, Hortensia ne put dormir. Elle resta éveillée, les yeux fixés sur le plafond de sa chambre, écoutant les bruits familiers de la maison. Le bourdonnement du vieux réfrigérateur, l'égouttement persistant de la salle de bain qu'elle n'avait jamais réparé parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent à payer, le craquement du parquet qui s'était tassé avec les années. À 3 heures du matin, elle se leva et se dirigea vers la cuisine. Elle prépara une tasse de tisane à la camomille, la même qu'elle préparait pour Clara quand elle était petite et qu'elle faisait des cauchemars. Quelle ironie que ce soit maintenant elle qui fasse des cauchemars, mais ces cauchemars étaient réels et ils avaient des noms. Ils s'appelaient l'ingratitude, la violence psychologique et le terrible sentiment d'avoir gâché 30 ans de sa vie à être la personne dont tout le monde avait besoin mais que personne n'appréciait. Elle s'assit à la table de la cuisine avec sa tasse fumante et commença à se souvenir. Non pas des doux souvenirs qu'elle nourrissait depuis des années, mais des autres, ceux qu'elle avait enfouis au plus profond d'elle-même parce qu'il la blessait trop. Elle se souvint de la première fois où Clara l'avait fait se sentir petite. C'était il y a 3 ans, à la garderie de sa voisine. Clara était arrivée en retard, comme d'habitude, et quand quelqu'un avait remarqué l'élégance d'Hortensia dans sa nouvelle robe, Clara avait répondu « Oh oui, maman a acheté de nouveaux vêtements. J'espère qu'elle n'a pas trop dépensé. » On sait comment les gens âgés sont avec l'argent. Les gens âgés. Comme si être âgé signifiait être irresponsable, comme si ses 72 ans d'expérience professionnelle et de gestion financière ne valaient rien comparé aux 28 ans de Clara à vivre au jour le jour. Elle se souvenait du jour où Louis avait mangé chez elle pour la première fois, au début de sa relation avec Clara. Hortensia avait cuisiné pendant des heures du poulet à la sauce verte, du riz au safran, des haricots frits, des tortillas maison et 3 salsas différentes. Louis avait mangé sans lever les yeux de son assiette, sans un merci ni un « c'est délicieux ». À la fin, il avait roté bruyamment et dit « c'est bon, mais ma mère Monica met plus de chili dedans ». Clara avait ri. Sa propre fille avait ri de l'insulte faite à sa mère. Elle se souvenait de tous les Noëls qu'elle avait cuisinés pour 10, 12, 15 membres de la famille de Louis, assis dans leur salon à regarder la télévision et à critiquer tout. Ils disaient que la maison était trop froide, la musique trop forte, les décorations trop simples. Et Clara ne l'avait jamais défendu. Jamais. Elle se souvenait du jour où elle avait dû se rendre aux urgences parce qu'elle s'était profondément coupée à la main en cuisinant pour l'anniversaire de Louis. Clara était arrivée à l'hôpital 2 heures plus tard. Non pas parce qu'elle était occupée, mais parce qu'elle était allée au salon de beauté. Oh, maman, tout ce drame était nécessaire. Ce ne sont que quelques points de suture. Juste quelques points de suture. Comme si le chagrin de sa mère n'était qu'une bagatelle. Elle se souvenait du jour où elle avait vendu la bague de fiançailles de Roberto, le seul souvenir précieux qu'elle avait de son défunt mari, pour prêter $3000 à Clara lorsque Louis avait perdu son emploi. Clara avait promis de le rembourser dans 3 mois. C'était il y a 2 ans. Elle se souvenait de la grippe qui avait duré 1 semaine, si malade qu'elle pouvait à peine sortir du lit. Et Clara n'était pas venue la voir une seule fois. Mais le jour même où elle se sentait mieux, Clara l'avait appelée pour lui demander de s'occuper de ses plantes d'intérieur, car il partait en week-end romantique. Et elle se souvenait, avec une clarté qui la surprenait, du moment précis où elle avait cessé d'être une personne pour devenir une représentation. C'était le jour des funérailles de tante Esperanza, la sœur de Roberto. Hortensia pleurait parce que sa belle-sœur lui manquait terriblement, avec qui elle avait partagé tant d'années de confidences et de rires. Clara était venue, mais pas pour la réconforter. Elle était venue lui murmurer à l'oreille « Maman, arrête de pleurer autant. Les gens vont penser que tu exagères. Et puis, j'ai besoin que tu ailles tôt demain chercher ma robe au pressing. J'ai besoin que tu ailles. Tu ne pourrais pas, sinon tu t'en ficherais. J'ai besoin que tu ailles, comme on dit à un employé. » Le thé avait refroidi dans ses mains, mais Hortensia ne l'avait pas remarqué. Elle était trop occupée à digérer 30 ans de petits décès, de petites humiliations, de moments où elle avait ravalé sa dignité pour préserver la paix familiale. Le téléphone sonna de nouveau. Il était 4 heures du matin. « Maman, tu es réveillée? » Je n'arrive pas à dormir rien qu'à y penser. Louis est furieux contre moi. Il demande « Comment vais-je régler le dîner ?» Ses parents ont déjà acheté les billets d'avion. Tu ne peux pas me faire ça. La voix de Clara semblait désespérée, mais Hortensia ne ressentait plus le besoin automatique de la secourir. Pour la première fois de sa vie,
Les problèmes de sa fille ressemblaient à des problèmes que sa fille avait créés et qu'elle pouvait résoudre. Clara, il est 4 heures du matin. Je sais, mais je n'arrive pas à dormir. Maman, s'il te plaît, soyons raisonnables. On peut trouver une solution. Et si je payais tous les ingrédients? Et si je t'aidais davantage en cuisine? Et si je t'aidais davantage en cuisine? Comme si le problème était la quantité d'aide et non le fait fondamental qu'ils avaient prévu d'utiliser sa maison, son temps, son énergie et son argent, sans même lui demander si elle était d'accord. Clara, la solution est très simple. Préparer le dîner chez toi, mais notre maison est trop petite, alors loue une chambre. Ça coûte de l'argent. Et mon temps, ma maison et mon travail ne coûtent pas d'argent, n'est-ce pas? Silence. Un long et pesant silence qui contenait 30 ans de vérité non dite. Maman, je ne sais pas ce qui ne va pas chez toi ces derniers temps. Tu agis de façon très étrange, très égoïste. Egoist. Le mot que toute femme qui ose fixer des limites entend tôt ou tard. Le mot utilisé pour culpabiliser les femmes d'avoir leurs propres besoins. Clara, ieradztroche. Et ne m'appelle plus tant que tu n'auras pas trouvé une solution qui ne m'inclut pas. Mammon. Hortensia raccrocha le téléphone et le débrancha. Le silence qui suivit fut le plus beau qu'elle ait entendu depuis des années. Le lendemain matin, Hortensia se réveilla avec une étrange sensation dans la poitrine. Au début, elle pensa que c'était de l'anxiété, mais au bout de quelques minutes, elle réalisa que c'était quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des décennies. La liberté, pour la première fois en 30 ans. Elle n'avait pas à se demander ce dont Clara avait besoin, quel problème elle devait résoudre, quel sacrifice elle devait faire. Elle s'habilla avec soin, choisissant son chemisier crème préféré, celui que Clara critiquait toujours, disant qu'il la vieillissait. Elle se peigna devant le miroir, et pour la première fois depuis des années, se regarda vraiment, non pas pour chercher des rides ou des cheveux gris à cacher, mais pour se reconnaître. Hortensia Castillo était là, 72 ans, veuve, mère, mais surtout femme. Elle marchait d'un pas décidé vers le centre-ville. Chaque pâté de maison qu'elle franchissait lui semblait une déclaration d'indépendance. L'agence de voyage se trouvait sur la place principale, entre la pharmacie où elle achetait ses médicaments et la boulangerie où elle avait acheté son pain quotidien pendant 40 ans. « Bonjour, madame. Que puis-je vous aider ?» La jeune femme derrière le comptoir affichait un sourire sincère, pas ce sourire forcé qu'Hortensia avait appris à reconnaître chez ceux qui ne la voyaient que comme la grand-mère de quelqu'un. « Je veux faire un voyage pour Noël. C'est merveilleux. Avez-vous une destination en tête? Je voyage en famille. Je voyage seule et je veux partir le plus loin possible d'ici. » L'agent, qui s'appelait Patricia d'après sa carte d'identité, ne manifesta ni surprise ni pitié. Elle ouvrit simplement son ordinateur et commença à lui présenter ses options. Nous avons de magnifiques forfaits pour les voyageurs solitaires. Elle s'intéresse aux plages, aux montagnes, aux villes historiques. Hortensia regarda les photos que Patricia lui montrait. Plages de sable blanc à Cancun, montagnes enneigées en Suisse, rues pavées en Espagne. Pendant des années, elle n'avait vu ces endroits que dans les magazines qu'elle feuilletait dans la salle d'attente du médecin, pensant que c'était des rêves pour d'autres, pour des gens qui avaient le droit d'être heureux. « Combien d'argent comptez-vous dépenser ?» demanda Patricia avec délicatesse. Hortensia repensa aux 1000 $ qu'elle avait notés dans son carnet. 1000 $ qu'elle avait donnés sans réfléchir, sans rien demander en retour, persuadée que l'amour s'achète par le sacrifice. « J'ai 5000 $, dit-elle. Et en disant cela, elle réalisa que c'était la première fois depuis des années qu'elle parlait de son argent, et non de l'argent qu'elle devait mettre de côté pour les urgences de Clara. Patricia afficha un sourire plus large. « Avec 1000 $, on peut faire quelque chose d'incroyable. Que diriez-vous d'un voyage en Espagne et en Italie? 3 semaines à Madrid, Barcelone, Rome, Florence, dans des hôtels historiques, repas inclus, avec des guides hispanophones. C'est parfait pour quelqu'un qui veut se redécouvrir. » Se redécouvrir. Ce mot résonnait dans la poitrine d'Hortensia comme une cloche. À quand remonte la dernière fois qu'elle avait fait quelque chose juste pour se redécouvrir? Je m'intéresse à la date de son départ. Nous avons un voyage le 20 décembre. Je serai de retour le 10 janvier. En plein Noël. Juste au moment où Clara s'attendait à ce qu'elle cuisine pour 15 inconnus chez elle. L'ironie était si parfaite qu'Hortensia faillit rire. Tu devrais y réfléchir, demanda Patricia. Non, répondit Hortensia sans hésiter. Je veux réserver ce voyage tout de suite. Pendant que Patricia préparait les documents, Hortensia ressentit un mélange de terreur et d'euphorie. C'était la décision la plus impulsive qu'elle ait jamais prise, mais aussi la plus logique. Pour la première fois, elle choisissait son propre bonheur plutôt que les attentes des autres. « J'ai besoin d'une copie de ton passeport et d'une carte de crédit pour la compte, » dit Patricia.
Hortensia sortit son passeport de son sac à main. Il était valide car elle l'avait renouvelé l'année dernière avec le secret espoir de l'utiliser un jour. Clara avait ricané en l'apprenant. « Pourquoi renouvelles-tu ton passeport, maman ? Où vas-tu ? » « En Espagne et en Italie », pensa Hortensia en souriant. « Je vais en Espagne et en Italie. » Lorsqu'elle quitta l'agence de voyage, son billet en main, elle se sentit transformée. Ce n'était pas seulement le voyage, c'était ce que ce voyage représentait, la décision de vivre pour elle-même. Son téléphone sonna. C'était un SMS de Clara. « Maman, Louise dit que si tu n'annules pas ce voyage ridicule, elle va devoir dire à toute sa famille que tu es un homme égoïste qui a gâché Noël. C'est ce que tu veux. » Hortensia lut le message 2 fois. La première fois avec ce vieux sentiment de panique et de culpabilité. La deuxième fois avec une clarté nouvelle et froide. Louis, qui n'avait jamais travaillé plus de 6 mois d'affilée. Louis, qui avait vécu 3 mois chez elle sans payer de loyer. Louis, qui mangeait sa nourriture, utilisait son électricité, son eau, son internet, et avait maintenant l'audace de la traiter d'égoïste. Elle tapa une réponse claire. Dis à Louis qu'il peut dire à sa famille ce qu'il veut. Je vais en Europe, alors je ne l'écouterai pas. La réponse arriva immédiatement. Europe, es-tu folle ? Avec quel argent ? Avec mon argent, écrivit Hortensia. Puis, après avoir réfléchi un instant, elle ajouta, le même argent que je dépense pour toi depuis des années. Son téléphone se mit aussitôt à sonner. Clara l'appelait. Hortensia regarda l'écran, vit le nom de sa fille, et pour la première fois de sa vie, décida de ne pas répondre. Elle éteignit son téléphone et le rangea dans son sac à main. Elle avait des choses plus importantes à faire que d'écouter les reproches et les manipulations. Elle devait acheter des valises. Elle devait vérifier les vêtements que porterait l'Europe en décembre. Elle devait commencer à vivre la vie qu'elle avait repoussée pendant 72 ans. En se dirigeant vers la consigne à bagages, Hortensia se sentait plus légère à chaque pas. C'était comme si elle portait un sac à dos invisible rempli de pierres depuis des décennies et qu'elle l'avait enfin retiré. Pour la première fois depuis 30 ans, elle avait quelque chose à espérer, et cela n'avait rien à voir avec le fait de rendre quelqu'un heureux. Pendant les 3 jours suivants, Hortensia garda son téléphone éteint, non pas par peur des appels de Clara, mais parce qu'elle avait découvert quelque chose de merveilleux, le silence. Le silence de n'avoir à expliquer ses décisions à personne, le silence de ne pas avoir à justifier pourquoi elle méritait d'être heureuse. Elle passa ses jours à préparer son voyage comme une adolescente prépare son premier voyage. Elle s'acheta une nouvelle valise Bordeaux, élégante et pratique. Elle acheta des vêtements qu'elle n'avait jamais portés auparavant. Osant porter, un manteau croisé qui lui donnait une allure sophistiquée, des écharpes aux couleurs vives, des chaussures confortables mais jolies pour arpenter les rues européennes. À la librairie du centre-ville, elle acheta un guide de l'Espagne et de l'Italie et passa des heures à étudier les cartes, marquant les endroits qu'elle voulait visiter. Le musée du Prado à Madrid, où elle verrait pour la première fois les tableaux qu'elle admirait dans les livres depuis des années. La Sagrada Familia à Barcelone, cette église impossible qui semblait tout droit sortie d'un rêve. Le Colisée à Rome, où elle imaginerait la vie de gens ayant existé il y a 2000 ans, les canaux de Venise, où elle siroterait un café en regardant passer les gondoles. Pour la première fois depuis des décennies, elle avait quelque chose à faire, quelque chose qui ne concernait personne d'autre qu'elle-même. Le 4e jour, elle décida d'allumer son téléphone. Elle avait 47 appels manqués de Clara, 12 messages vocaux, et 23 SMS. Elle les lut tous avec un calme qui la surprit elle-même. « Maman, réponds au téléphone. Maman, c'est ridicule. Tu te comportes comme une gamine. Louise dit que si tu ne changes pas d'avis, il faudra trouver une autre solution. Maman, la famille de Louis a déjà acheté les billets d'avion. Tu ne peux pas gâcher le Noël de tant de gens. Tu me decoiste. Je ne t'aurais jamais cru aussi égoïste. Maman, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. » Les messages suivaient le même schéma. D'abord la colère, puis le chantage affectif, puis la victimisation. C'était comme lire un manuel de manipulation psychologique. Le plus triste, c'est que pendant des années, ce manuel avait parfaitement fonctionné pour elle, mais elle ne composait plus le numéro de son amie Elvira, la seule personne qu'elle connaissait qui lui avait toujours parlé honnêtement, même quand cette honnêteté la blessait. « Hortensia, où étais-tu ? Clara m'a appelé hier pour me demander si je savais où tu étais. Elle avait l'air hystérique. Elvira, il faut que je te dise quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. » Elles se sont rencontrées au café du coin, celui-là même où elles se voyaient 1 fois par semaine depuis 10 ans. Elvira, à 74 ans, elle était restée la femme directe et sans filtre qu'elle avait toujours été. Elle était devenue veuve la même année qu'Hortensia, mais elle avait pris un chemin complètement différent. Elle avait appris à conduire,
suivi des cours de peinture, fréquenté des groupes de touristes et même vécu quelques amours discrètes. Tu as l'air différente, fut la première chose qu'Elvira dit en la voyant. Tu te ressembles davantage. Hortensia lui raconta tout. L'appel de Clara, la demande d'organiser un dîner pour 15 personnes, son refus, le voyage en Europe qu'elle avait réservé. Elvira écouta sans l'interrompre, hochant la tête de temps en temps jusqu'à la fin. « Et toi, qu'en penses-tu » demanda Hortensia. « Je suis égoïste. » Elvira rit d'un rire qui résonna comme des clochettes. « Oh, Hortensia, sais-tu depuis combien d'années j'attends que tu aies cette conversation avec toi-même ? Que veux-tu dire ? J'ai vu comment Clara te traite depuis des années. J'ai vu comment tu te laissais traiter, et chaque fois que j'ai essayé de te dire quelque chose, tu la défendais. C'est ma fille, Elvira. C'est juste qu'elle traverse une période difficile. C'est juste que, quand on est mère, ça sonne familier. » Hortensia sentit ses joues s'enflammer. Si ça lui semblait familier, c'est qu'elle avait utilisé ces mêmes excuses pendant des années pour justifier l'injustifiable. « Elvira, penses-tu que je suis une mauvaise mère parce que je suis partie en voyage à Noël ? Je pense que tu es une femme qui apprend enfin la différence entre être une bonne mère et être une mère utile. Une bonne mère apprend à ses enfants à être indépendants, responsables, reconnaissants. Une mère utile fait tout pour ses enfants, jusqu'à ce qu'ils oublient comment se débrouiller seuls. » Les mots d'Elvira tombèrent comme des gouttes de pluie sur la terre sèche. Hortensia avait été une mère utile, pas une bonne mère. Elle avait résolu tous les problèmes de Clara, jusqu'à ce que Clara perde la capacité de résoudre les siens. Elle avait donné tant d'amour inconditionnel, que Clara avait appris à le prendre pour acquis. Mais une mère n'est pas censée être toujours disponible pour ses enfants. Hortensia, Clara a 33 ans. Ce n'est pas une enfant. C'est une femme adulte, mariée et propriétaire de son foyer. Si une femme de 33 ans ne peut pas organiser un repas de Noël sans que sa mère ne s'occupe de tout, le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est que tu ne lui as jamais appris qu'elle pouvait s'en sortir seule. Mais le fait est qu'après la mort de Roberto, je voulais tout faire pour elle, et c'était bien quand elle avait 15 ans, mais tu as continué à être tout pour elle quand elle en avait 20, 25 et 30. Et maintenant, elle pense que c'est ton rôle, que tu existes pour résoudre ses problèmes. Hortensia resta silencieuse, digérant les paroles de son amie. C'était douloureux de reconnaître qu'elle avait peut-être aimé Clara de travers, qu'en essayant de la protéger de tout, elle l'avait rendue incapable de se protéger elle-même. Elvira, que faire si elle ne me parle plus jamais ? Tu découvriras alors si elle t'aime vraiment ou si elle ne désire que ce que tu fais pour elle. La vérité était simple et terrible. Pendant des années, Hortensia avait confondu être nécessaire et être aimée. Elle avait cru que tant que Clara aurait besoin d'elle, elle l'aimerait. Mais le véritable amour ne s'accompagne pas d'exigences. Le véritable amour ne dépend pas de l'utilité. Sais-tu le plus triste dans tout ça ? Demanda Elvira. Que Clara ne sache même pas qui tu es vraiment. Elle ne connaît que la version de toi qui résout les problèmes et gagne de l'argent. Elle ne connaît pas Hortensia la femme, celle qui a ses propres rêves et mérite le respect. Pour la première fois depuis des jours, Hortensia eut envie de pleurer, non pas de tristesse, mais de soulagement. Quelqu'un la vit. Quelqu'un comprit qu'elle était plus qu'un simple rôle maternel. Va en Europe, dit Elvira en lui prenant la main. Va et redécouvre qui tu es quand tu n'es pas la mère de quelqu'un d'autre. Le lendemain, Hortensia décida qu'il était temps d'affronter la situation. Elle ne pouvait pas partir en Europe avec le poids d'une guerre non déclarée sur les épaules. Elle avait besoin de parler clairement, face à face, une dernière fois pour fixer des limites définitives. Elle alluma son téléphone et composa le numéro de sa fille. « Maman, enfin. Où étais-tu ? J'étais morte d'inquiétude. Louise dit que tu t'es probablement cogné la tête et que c'est pour ça que tu agis si bizarrement. La voilà de nouveau. » Une fausse inquiétude, immédiatement suivie d'une explication qui la faisait passer pour une vieille dame sénile. Louis, bien sûr, avait une théorie médicale sur son comportement. Louis, qui ne s'était jamais vraiment soucié de son bien-être. « Clara, j'ai besoin que tu viennes chez moi. Il faut qu'on parle. » Parler de quoi ? D'annuler ce voyage ridicule et d'organiser le dîner de Noël comme des adultes. Viens à 15h et viens seul. Seul. Pourquoi ? Louis veut te parler aussi. Il dit que tu dois comprendre la réalité de la situation. La réalité de la situation. D'après Louis, l'homme qui vivait gratuitement chez elle depuis 3 mois voulait lui expliquer la réalité. Clara, soit tu viens seule, soit tu ne viens pas. C'est ton choix. Il raccrocha avant que Clara puisse protester. À 15h précises, Clara arriva, mais elle n'était pas venue seule. Louis l'attendait dans la voiture. Hortensia les vit depuis la fenêtre de son salon et ressentit un mélange de tristesse et de confirmation. Même dans ce cas,
Clara ne pouvait pas respecter une simple requête. Elle ouvrit la porte avant que Clara ne frappe. Je t'ai dit de venir seule. Mammon. Louis veut juste aider. Il comprend ses situations familiales mieux que nous. Il comprend ses situations familiales mieux que nous. Clara venait de dire qu'un homme qu'elle connaissait depuis 5 ans comprenait sa famille mieux qu'elle en faisait partie depuis 72 ans. Clara, tu entres. Louis peut attendre dans la voiture, mais maman entre seule ou ils entrent tous les deux. Je ne vais pas négocier. Clara entra, l'air agacé, comme une adolescente injustement punie. Elle s'assit sur le canapé, les bras croisés, irradiant de ressentiment. Maman, il faut que ça cesse. Tu te comportes comme une enfant gâtée. Toute la famille parle de toi. Quelle famille? Clara. La famille de Louis, qui ne m'a jamais invitée à quoi que ce soit. La famille qui ne me connaît que comme la femme qui cuisine gratuitement pour leur réunion. Ce n'est pas vrai. Ils t'apprécient beaucoup. À quand remonte la dernière fois où l'un d'eux m'a demandé comment j'allais? À quand remonte la dernière fois où ils m'ont apporté un cadeau? Ou invité à déjeuner? Ou simplement appelé pour discuter? Clara ouvrit la bouche pour répondre, mais se tut. Ils connaissaient tous les deux la réponse. Jamais, Clara. Pendant 5 ans, j'ai été la domestique bénévole de la famille de ton mari, et pendant 5 ans, tu as accepté ça. Ce n'est pas vrai. Nous avons toujours été clairs avec toi. Ils m'ont toujours traité avec respect, toujours pris en compte mes sentiments, toujours valorisé mon temps. Hortensia se leva et alla chercher son carnet de notes de frais. Elle le posa sur la table basse, ouvert à la page où elle avait inscrit le total. $1,450. C'est ce que j'ai dépensé pour toi en 5 ans. De l'argent provenant de ma retraite, de mes économies, de l'argent que je devrais mettre de côté pour mes vieux jours. Clara regarda les chiffres avec de grands yeux. Maman, on ne t'a jamais demandé de compter. Tu as raison. Tu ne m'as jamais demandé de compter. Tu ne m'as pas demandé la permission avant de dépenser mon argent. Tu as juste supposé que tu y avais accès. Mais nous sommes une famille. Les familles s'entraident. Dis-moi, Clara, comment m'as-tu aidé ces 50 dernières années? Silence. Un silence si profond qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale de la cuisine. Je suis toujours là quand tu as besoin de moi. Quand ai-je eu besoin de toi, Clara? Donne-moi un exemple. Encore du silence. Clara cherchait désespérément dans ses souvenirs une époque où elle donnait au lieu de recevoir. Quand tu étais malade. Quand j'ai eu la grippe l'année dernière, tu n'es pas venu me voir une seule fois. J'ai appris plus tard que tu étais allé au spa avec les amis de Louis. Les joues de Clara sont devenues rouges. C'est juste que je ne savais pas que tu allais si mal. Je t'ai envoyé 3 SMS disant que j'étais vraiment malade. Tu n'as jamais répondu. Maman, tu ne peux pas me reprocher chaque petite chose maintenant. Ce ne sont pas des petites choses. Clara, 30 ans de petites choses ont mené à ça, une relation où je donne tout et tu reçois tout, et où le jour où je décide de fixer des limites, c'est moi la méchante. Clara s'est mise à pleurer. Pas les pleurs sincères de quelqu'un qui comprend les dégâts qu'elle a causés, mais les pleurs manipulateurs de quelqu'un qui sait que les larmes ont déjà fonctionné. Maman, tu ne peux pas partir pour Noël. Tu ne peux pas me laisser seule avec ce problème. Clara, c'est toi qui as créé ce problème. Tu as dit à la famille de Louis que j'allais cuisiner sans me demander mon avis. Tu as supposé que ma maison, mon temps et mon argent étaient à ta disposition. Ce n'est pas à moi de résoudre ce problème, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas cuisiner pour autant de monde. Apprends, engage Catherine, commande à manger. Il y a des solutions qui ne m'impliquent pas. Ça coûte de l'argent, et mon travail n'en coûte pas, n'est-ce pas? Clara essuya ses larmes et changea de tactique. Maman, si tu fais ça, Louis va m'en vouloir. Il dit que si sa famille ne se sent pas la bienvenue, ce sera ma faute. Alors peut-être qu'il est temps que Louis apprenne à régler ses problèmes familiaux lui-même, au lieu de les déléguer à sa belle-mère. Tu ne peux pas parler de mon mari comme ça. Moi, je peux, et je le ferai. Louis est un homme de 35 ans, qui n'a jamais organisé de réunion de famille de sa vie, parce qu'il a toujours laissé des femmes le faire pour lui. D'abord sa mère, Monica, maintenant moi. Quand va-t-il grandir? Clara se leva du canapé, furieuse. Je vois ce qui se passe. Elle est jalouse parce que maintenant je ne suis plus seulement à toi. Tu es jalouse de Luis. L'accusation était si absurde qu'Hortensia faillit rire. Clara. Je ne suis pas jalouse de Louis. J'en ai marre d'être sa servante gratuite. Tu sais quoi, maman? Pars en voyage, idiote. On va régler ça sans toi. Et quand tu reviendras et que tu te sentiras seule, ne viens pas en pleurant. Clara sortit en trombe, claquant la porte si fort que toute la maison trembla. Hortensia se tenait au milieu de son salon, respirant profondément.
Pour la première fois depuis 30 ans, elle avait dit exactement ce qu'elle pensait, et ce n'était pas la fin du monde. Les jours suivants passèrent dans un calme étrange. Hortensia s'attendait à se sentir coupable. Elle s'attendait au doute, au remords, à cette petite voix intérieure qui lui dirait qu'elle avait été trop dure avec Clara. Mais cette voix ne se fit jamais entendre. Au lieu de cela, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des décennies, la paix. Elle se réveillait chaque matin sans l'angoisse de se demander quel problème de Clara elle aurait à résoudre ce jour-là. Elle prenait son petit déjeuner en silence, lisant le journal d'un bout à l'autre, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années, car elle était toujours pressée de résoudre une urgence familiale. Elle se promenait tranquillement dans le parc, observant des détails qu'elle avait ignorés pendant des années. Les couleurs automnales des arbres, les couples âgés nourrissant les canards, les enfants jouant avec une liberté dont elle avait oublié l'existence. Un après-midi, alors qu'elle préparait ses vêtements pour le voyage, la sonnette retentit. Il s'attendait à ce qu'elle soit claire, peut-être pour s'excuser, peut-être pour tenter une dernière fois de la manipuler, mais lorsqu'il ouvrit la porte, il trouva Monica, la mère de Louis. Monica était une femme de 68 ans, élégante et froide, qui avait toujours traité Hortensia avec une courtoisie distante. En 5 ans de relation, il n'avait jamais eu une conversation de plus de 10 minutes. « Hortensia, excusez-moi de passer à l'improviste, mais il faut qu'on parle. » « Bien sûr, Monica, entre. » Monica entra et s'assit sur le canapé, la posture rigide de quelqu'un qui vient en mission désagréable. « Hortensia, Clara m'a parlé de la situation, de ta décision de partir en voyage à Noël. »« Oui, je vais en Espagne et en Italie. C'est quelque chose que je voulais faire depuis des années. Je comprends que tu veuilles voyager, mais ne trouves-tu pas que le moment soit mal choisi? Nous avons déjà tout planifié. Ma famille a déjà acheté les billets d'avion. » Hortensia étudia le visage de Monica. Il n'y avait aucune malice dans ses paroles, mais on sentait cette intuition que les projets des autres étaient plus importants que les siens. « Monica, puis-je te demander quelque chose ces 5 dernières années? Combien de fois ta famille m'a-t-elle invité à quelque chose ?» Monica cligna des yeux. Visiblement, elle ne s'attendait pas à cette question. « Eh bien, nous avons toujours apprécié que tu ouvres ta maison pour les réunions de famille. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je t'ai demandé combien de fois j'avais été invitée à quelque chose. Chez toi, au restaurant, à une fête où j'étais l'invité et non l'hôte. » Le silence se prolongea. Monica regarda ses mains, visiblement mal à l'aise. « Hortensia, nous avons toujours pensé que tu aimais recevoir. Tu es une si bonne cuisinière, et ta maison est si accueillante. Monica, pendant 5 ans, j'ai cuisiné pour ta famille à chaque Noël, à chaque anniversaire, à chaque occasion spéciale. J'ai dépensé des milliers de dollars en nourriture, décorations, cadeaux. J'ai nettoyé ma maison avant et après chaque réunion. J'ai fait la vaisselle à perte de vue, et en 5 ans, personne dans ta famille ne m'a jamais vraiment remercié. Mais Hortensia, on le fait toujours. L'année dernière, au dîner de Noël, ta sœur Carmen a critiqué ma dinde, la trouvant trop sèche. Ton beau-frère Elias s'est plaint qu'il n'y avait pas assez de bière. Ton fils Louis a rôté à table puis s'est endormi sur mon canapé pendant que je faisais la vaisselle. C'est ça, de la reconnaissance, Monica. » Monica rougit. Visiblement, elle savait que tout ce qu'Hortensia disait était vrai, mais elle n'y avait jamais pensé du point de vue de l'hôtesse. « Hortensia, je ne m'en étais pas rendu compte. Bien sûr, tu ne m'en étais pas rendu compte, car depuis 5 ans, vous me voyez toute comme un élément du décor lors des réunions de famille. La femme qui cuisine, fait le ménage et paie, mais qui n'a pas de sentiments personnels. Ce n'est pas vrai. Nous, Monica, dis-moi quelque chose. Sais-tu quelle est ma couleur préférée? Sais-tu quel genre de musique j'aime? Sais-tu si j'ai d'autres loisirs, rêves ou centres d'intérêt que cuisiner pour ta famille? » Monica la regarda, les yeux écarquillés, réalisant clairement qu'elle ne savait absolument rien d'Hortensia en tant que personne. « Je n'y avais pas pensé. »« Exactement. Tu n'y avais pas pensé, car pour ta famille, je ne suis pas une personne, je suis une fonction. » Monica resta silenciosa un long moment. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était différente, plus faible. « Que pouvons-nous faire pour arranger ça? »« Rien, Monica. Tu ne peux pas réparer 5 ans de manque de respect avec des excuses, et je ne veux plus que tu arranges ça. Mais le dîner de Noël. Le dîner de Noël peut être au restaurant, chez toi, chez Clara, ou n'importe où sauf chez moi. Pendant 5 ans, tu as pris pour acquis que ma maison était disponible pour vos réunions. Cette année, tu vas apprendre à faire d'autres projets. Je sais que nous avons fait des erreurs, mais ne trouves-tu pas que couper tout contact est extrême? Je coupe tout contact, je fixe des limites. Je te dis que je ne serai plus la domestique bénévole de ta famille. » Monica se leva pour partir, mais avant d'atteindre la porte, elle se retourna.
Puis-je te demander quelque chose de personnel? Bien sûr. As-tu déjà été heureuse de faire tout ça pour nous? La question frappa Hortensia comme un coup de poing dans le ventre, non pas parce qu'elle était méchante, mais parce qu'elle était sincère. Et la réponse fut d'une honnêteté dévastatrice. Non, Monica, je n'ai pas été heureuse. J'ai été tellement occupée à me rendre utile que j'ai oublié comment être heureuse. Monica hocha lentement la tête, comme si elle avait enfin compris quelque chose d'important. J'espère que tu trouveras ce bonheur pendant ton voyage. Après le départ de Monica, Hortensia s'assit dans sa cuisine avec une tasse de thé. Pour la première fois, quelqu'un dans la famille de Louis avait reconnu qu'elle avait le droit d'être heureuse. C'était un petit pas, mais c'était quelque chose. Elle regarda le calendrier au mur. Il restait 50 jours avant son vol. 5 jours pour laisser derrière elle 30 ans de vie de femme qui résolvait les problèmes des autres et commençait à vivre sa propre vie. Le téléphone a sonné. C'était Elvira. Comment ça va, Hortensia? Je crois que j'apprends enfin la différence entre être utile et être respectée. Et qu'est-ce que ça fait? Hortensia sourit. Un sourire sincère, invisible, mais perceptible au téléphone. Une sensation de liberté. La veille de son vol, Hortensia s'est réveillée avec une impatience qu'elle n'avait plus ressentie depuis son enfance, attendant Noël. Elle avait tout préparé. Ses valises soigneusement préparées, ses documents rangés dans un dossier spécial, la tenue parfaite pour chaque occasion qu'elle avait imaginée. Mais plus important encore, elle avait quelque chose qu'elle avait perdu des décennies auparavant, l'espoir. Elle prit une douche calme, choisit sa robe préférée, la couleur terracotta que Clara critiquait toujours, la jugeant trop voyante, et se maquilla devant le miroir, non pas pour rajeunir ou cacher ses rides, mais pour célébrer la femme qu'elle avait redécouverte. Chaque ride de son visage racontait une histoire, et pour la première fois depuis des années, elle en était fière. Alors qu'elle prenait son dernier café à la maison, la sonnette retentit. Son cœur bondit, pensant que Clara venait peut-être faire la paix, mais en ouvrant la porte, elle trouva quelque chose de complètement inattendu. Un homme d'un certain âge, élégant, tenant des fleurs. Madame Hortensia Castillo. Oui, c'est moi. Je m'appelle César Mendoza. Je suis le père de Patricia, l'agent de voyage qui a organisé leur voyage en Europe. Hortensia le regarda, perplexe. Pourquoi le père de Patricia serait-il à sa porte? Patricia m'a parlé de toi, poursuivit César avec un sourire chaleureux. Elle m'a dit qu'elle était une femme courageuse qui voyageait seule en Europe pour la première fois, et moi, eh bien, je prévois aussi le même voyage, les mêmes dates, presque le même itinéraire. Hortensia sentit ses joues s'échauffer et se demanda si tu aimerais un peu de compagnie, pas pour une histoire d'amour ou quelque chose de stressant, s'empressa-t-elle de préciser, remarquant l'expression surprise sur son visage. Juste pour avoir quelqu'un avec qui partager un repas de temps en temps, quelqu'un pour prendre des photos quand tu seras devant la tour à pizza. C'était si inattendu, si différent de tout ce qu'elle avait imaginé pour son voyage, qu'Hortensia ne sut pas comment réagir immédiatement. Pendant des mois, elle avait imaginé ce voyage comme sa déclaration d'indépendance, son moment de solitude choisi. Mais voilà que cet homme, César, lui offrait quelque chose qu'elle n'avait pas envisagé, une compagnie sans obligation. Je ne sais pas quoi dire, je ne m'y attendais pas. Patricia m'a montré une photo d'elle à l'agence. Non pas pour empiéter sur sa vie privée, s'est-elle empressée de m'expliquer, mais parce que je lui avais dit que j'espérais rencontrer des gens intéressants pendant ce voyage. Elle m'a dit que tu avais un sourire qui exprimait à la fois force et tristesse. Cette description m'a intriguée. Hortensia a vraiment regardé César pour la première fois. Il devait avoir 75 ans, des cheveux argentés parfaitement peignés, un regard bienveillant derrière d'élégantes lunettes, et une posture qui exprimait la dignité sans arrogance. Il portait un pull en laine marron et un pantalon impeccablement repassé. Il n'était pas beau comme les autres, mais il y avait quelque chose en lui qui rayonnait de calme et de respect. Puis-je vous demander pourquoi vous voyagez seul? Ma femme est décédée il y a 2 ans. D'un cancer. Durant la dernière année de sa maladie, je lui ai promis que si elle partait avant moi, je ne resterais pas à la maison à m'apitoyer sur mon sort. Je lui ai promis de voyager, de voir des endroits, de vivre pour nous deux. Sa voix s'adoucit. C'est mon premier grand voyage sans elle. Hortensia s'est immédiatement sentie liée à leur histoire. Ils fuyaient tous deux des versions d'eux-mêmes qu'ils ne voulaient plus être. Ils cherchaient tous deux à se redécouvrir dans des contrées lointaines. Et qu'espérez-vous trouver en Europe? César sourit. J'espère retrouver l'homme que j'étais avant de devenir le simple mari de Maria. J'espère me souvenir de ce que j'aimais faire quand je ne prenais pas soin de quelqu'un d'autre. Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Hortensia comme des cloches. C'était exactement ce qu'elle ressentait sans parvenir à l'exprimer. César, je dois être honnête avec toi. Ce voyage est très important pour moi.
C'est la première fois en 30 ans que je fais quelque chose de complètement différent. Pour moi. Je ne veux pas me laisser aller à des attentes romantiques. Oh, madame, l'interrompit doucement Hortensia. Je ne veux pas de complications non plus. Je veux juste avoir l'occasion d'avoir une conversation intelligente de temps en temps et que quelqu'un me dise si j'ai de la nourriture dans les dents après avoir mangé des pâtes à rhum. Hortensia rit, d'un rire sincère qui la surprit elle-même. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas ri comme ça, sans réserve, sans se soucier de la sonorité ou de son convenance. Vous savez quoi, César ? Je crois que j'aimerais bien cette compagnie. Sérieusement, mais à une condition. Dites-le-moi. Chacun paie ses dépenses. Pas de galanterie à l'ancienne où l'homme se sent obligé de tout payer. J'ai mon propre argent et je veux l'utiliser. César esquissa un sourire plus large. Madame Hortensia, je pense que nous allons très bien nous entendre. Il lui offrit les fleurs, des marguerites blanches et jaunes, simples et belles, et partit, non sans lui avoir donné sa carte avec son numéro de téléphone et les coordonnées de son hôtel à Madrid. Après son départ, Hortensia resta seule avec les fleurs, se sentant comme une adolescente. Non pas que César soit un sujet de conversation, il était encore trop tôt pour y penser, mais parce que quelqu'un avait vu en elle plus qu'une mère serviable ou une grand-mère disponible. Quelqu'un avait vu en elle une femme intéressante. Elle déposa les fleurs dans un vase et les posa sur la table de la cuisine. Demain, elle prendrait l'avion pour Madrid, et pour la première fois depuis des décennies, elle ne savait pas exactement à quoi s'attendre. Cette incertitude qui l'aurait terrifiée auparavant l'excitait maintenant. Le téléphone sonna. C'était clair. Maman, c'est demain ton vol, n'est-ce pas ? Oui, demain. Il y eut un long silence. Maman, je ne veux pas que tu partes fâchée contre moi. Je ne pars pas fâchée, Clara. Je pars libre. On pourra parler à ton retour. On pourra parler quand tu seras prête à vraiment écouter. Un autre silence. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, Clara. Mais je ne vais plus confondre amour et disponibilité illimitée. Après avoir raccroché, Hortensia prépara son dernier dîner à la maison avant le voyage. Rien de compliqué, juste une simple soupe et une salade. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée, consciente que demain elle dînerait à Madrid. Pour la première fois depuis 30 ans, elle avait quelque chose qui lui appartenait entièrement, un avenir plein de possibilités. 3 semaines plus tard, Hortensia était assise sur une petite terrasse surplombant la Méditerranée à Barcelone, avec une tasse de café au lait au goût exactement comme elle l'avait rêvé. Le soleil méditerranéen caressait son visage tandis qu'elle écrivait dans un nouveau journal acheté à Madrid, chose qu'elle n'avait pas faite depuis l'adolescence. 21e jour en Europe, écrivit-elle d'une écriture soignée. Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose d'important. Le bonheur n'est pas un prix qu'on reçoit après des années de sacrifice. Le bonheur est un choix que l'on fait chaque jour. César s'approcha avec 2 glaces, une au citron pour elle et une au chocolat pour lui. Au fil des 3 semaines, ils avaient noué une amitié facile et confortable. C'était un compagnon de voyage idéal, cultivé sans être prétentieux, drôle sans être clownesque, attentionné sans être envahissant. Ils avaient flâné ensemble au musée du Prado, s'étaient perdus ensemble dans les rues de Rome. Ils avaient ri ensemble lorsqu'il avait essayé de parler italien avec un accent espagnol et avait fini par commander des chaussures au fromage au lieu de pâte au fromage. Il écrit ses mémoires, demanda César, assis à côté d'elle. J'écris ma nouvelle histoire, répondit Hortensia, celle que je commence à 72 ans. Son téléphone avait sonné plusieurs fois pendant le voyage. Des messages de Clara, certains désespérés, d'autres furieux, d'autres manipulateurs. Les premiers jours, elle les avait tous lus avec un pincement au cœur, mais peu à peu, elle avait développé une nouvelle perspective. Les problèmes de Clara n'étaient plus des urgences à résoudre, c'étaient des leçons qu'elle devait apprendre. Le dernier message qu'elle avait lu, envoyé 2 jours plus tôt, était différent. Maman, on a dû annuler le repas de Noël. Louis et moi nous sommes disputés pour savoir qui allait tout gérer. Finalement, on a décidé qu'on n'était pas prêt à organiser quelque chose d'aussi important. Ses parents sont déçus de nous, pas de toi. Je crois que je comprends un peu mieux pourquoi tu es parti. J'espère que tu vas bien. Hortensia avait lu ce message 3 fois. Elle n'éprouvait ni triomphe ni satisfaction, juste la confirmation discrète qu'elle avait pris la bonne décision. Clara apprenait, peut-être pour la première fois de sa vie d'adulte, que les actes ont des conséquences et qu'il n'y aurait pas toujours quelqu'un d'autre pour résoudre ses problèmes. « À quoi penses-tu » demanda César, remarquant son expression pensive. « Que pendant 70 ans, j'ai cru que ma valeur en tant que personne dépendait de mon utilité pour les autres. Je croyais que l'amour se gagnait en étant indispensable. Et maintenant, je sais que le véritable amour ne se mérite pas, il existe ou il n'existe pas.
Et les personnes qui vous aiment vraiment ne disparaissent pas quand vous cessez d'être utile. César hocha la tête. Durant ces 3 semaines, ils avaient eu de nombreuses conversations profondes. Il lui avait raconté les années passées à prendre soin de Maria, comment elle avait progressivement perdu son identité en devenant le mari parfait. Elle lui avait raconté les 30 années passées à être la mère parfaite, jusqu'à ce qu'elle réalise que la perfection l'avait rendue invisible en tant que personne. « Tu sais ce qui est le plus étrange ?» demanda Hortensia. « Pendant tout ce voyage, je n'ai préparé aucun repas pour qui que ce soit, et ça ne me manque pas. Je pensais que ça me manquerait, mais non. Comme ça me manque. La version de moi-même qui existait avant que je ne devienne une fonction maternelle me manque. La femme qui lisait pour le plaisir, qui avait ses propres opinions sur le cinéma, qui rêvait de voyager. Cette femme dormait depuis 30 ans, mais elle n'était pas morte. Le soleil commençait à se coucher sur la Méditerranée, peignant le ciel de couleurs innommées. Demain serait son dernier jour en Europe avant de rentrer chez elle. Mais la maison ne lui semblait plus une prison. C'était un endroit où elle pourrait continuer à être la femme qu'elle avait redécouverte lors de ce voyage. « César, puis-je t'avouer quelque chose ? » « Bien sûr. Quand j'étais jeune, avant de me marier, je voulais être professeur d'art. Je n'en ai jamais parlé à personne, car cela me semblait un rêve irréaliste. Après mon mariage, après la naissance de Clara, après la mort de Roberto, il y avait toujours des raisons de remettre ce rêve à plus tard. Et maintenant, je crois que 72 ans se sont écoulés. Il n'est pas trop tard pour être vieux, celui qu'on a toujours voulu être. César sourit. Tu sais quoi ? J'ai une confession à te faire aussi. J'ai toujours voulu apprendre à jouer du piano. Maria disait que nous étions trop vieux pour apprendre de nouvelles choses. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je crois que je vais m'acheter un piano. Ils rirent ensemble. Le rire de 2 personnes qui avaient découvert que la vie ne s'arrête pas à 70 ans, que peut-être, étrangement, elle ne fait que commencer. Cette nuit-là, Hortensia était allongée dans sa chambre d'hôtel, éveillée, les yeux fixés par la fenêtre sur les lumières de Barcelone. Demain, elle rentrerait chez elle, mais pas comme la même femme qu'elle était partie. Elle reviendrait comme Hortensia Castillo, et non comme la mère de Clara ou l'ancienne femme de chambre de Luis. Elle reviendrait comme une femme qui avait appris que dire non n'était pas de l'égoïsme, mais une question de survie. Son téléphone vibra. Un message d'Elvira, « Comment va la nouvelle Hortensia ?» Elle répondit, « Le nouvel Hortensia apprend qu'il n'est jamais trop tard pour commencer une nouvelle vie. » Le lendemain, dans l'avion du retour, tandis qu'elle regardait l'Europe disparaître sous les nuages, Hortensia écrivit dans son journal, « Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de permission pour vivre. Aujourd'hui, je sais que le respect ne se demande pas, il s'exige. Aujourd'hui, je comprends que la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à ne pas faire ce que l'on ne veut pas. Et demain, quand j'atterrirai, je commencerai le reste de ma vie. » Elle ferma le journal et se laissa aller dans son siège. Pour la première fois en 72 ans, l'avenir lui appartenait entièrement. Ce n'était pas une vengeance, c'était une libération, et c'était exactement comme voler. 6 mois après mon retour d'Europe, me voici assise dans mon nouvel atelier, les mains tachées de peinture acrylique et le cœur plus léger qu'il ne l'a été depuis des décennies. Je n'aurais jamais pensé qu'à 73 ans, j'apprendrais à mélanger les couleurs et découvrirais que j'ai un talent naturel pour la peinture de paysage. La maison semble différente maintenant. Ce n'est plus un endroit où j'attends des appels désespérés ou des visiteurs inattendus me demandant des faveurs. C'est mon sanctuaire, mon espace, où chaque objet est là où je le souhaite et où chaque décision m'appartient. Le silence ne me fait plus peur, il m'enveloppe. Clara et moi parlons maintenant, mais différemment. Au début, c'était difficile. Il y avait des larmes, des reproches, des accusations mutuelles, mais quelque chose a changé quand j'ai cessé de me défendre et que j'ai simplement maintenu mes limites. Elle a dû apprendre à me considérer comme une personne, et non comme une ressource. Elle est encore en apprentissage, mais il y a des progrès. Elle me demande comment je vais avant de me confier ses problèmes. Elle m'invite à déjeuner sans attendre que je paie l'addition. Ce sont de petits changements, mais importants. Luis. Enfin, Luis est toujours Luis, mais ce n'est plus mon problème. Clara apprend peu à peu que les problèmes de son mari sont de sa responsabilité, et non de celle de sa belle-mère. Ce fut une leçon coûteuse pour elle, mais nécessaire. César vient me voir 1 fois par semaine. Nous buvons du thé, nous racontons des anecdotes de nos cours. Il lui a effectivement acheté un piano et apprend à jouer du Chopin. Et parfois, nous allons au cinéma, 2 amis qui profitent de la compagnie de l'autre sans attente compliquée. Je ne sais pas si cela deviendra un jour quelque chose de plus. Et pour la première fois de ma vie, je trouve cette incertitude belle plutôt que pénible. J'ai appris que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, mais une question de survie émotionnelle. Pendant des années, j'ai confondu sacrifice et amour, pensant que plus je me donnais,
plus je serais aimé. Maintenant, je comprends que le véritable amour s'épanouit lorsque les deux personnes se respectent suffisamment pour préserver leur individualité. Mon compte en banque a bien grossi. Quand on cesse d'être la banque familiale, c'est incroyable les économies qu'on fait. J'ai utilisé une partie de ces économies pour rénover ma maison, pour mes cours de peinture, pour des petits luxes que je considérais autrefois comme inutiles. Un massage mensuel, de nouveaux livres, des fleurs fraîches pour ma table. Des choses qui font de chaque jour une célébration de la vie. Le plus surprenant a été de découvrir que je n'étais pas invisible. J'avais tout simplement cessé de me voir. Quand j'ai commencé à m'estimer, les autres ont commencé à faire de même. Mes voisins me saluent diferentment. Le boucher me pose des questions sur mes tableaux. La bibliothécaire garde des livres d'art spécialement pour moi. J'ai appris que fixer des limites ne détruit pas les relations. Cela les renforce ou les élimine, et les deux résultats sont positifs. Les relations qui s'améliorent deviennent plus authentiques. Celles qui disparaissent ne valaient probablement pas la peine d'être préservées. Certains jours, je ressens de la tristesse pour les années perdues, pour la femme que j'étais, qui se croyait indispensable alors qu'en réalité elle était interchangeable. Mais cette tristesse ne me paralyse plus. Je l'accepte, je l'embrasse, puis je la laisse partir. Le passé m'a appris quelque chose, le présent m'appartient. Je regarde mes mains en écrivant ceci. Des mains qui ont cuisiné des milliers de repas pour des gens qui les tenaient pour acquises. Des mains qui ont nettoyé des dégâts que je n'avais pas causés. Des mains qui ont signé des chèques pour les rêves des autres. Aujourd'hui, ces mêmes mains créent de l'art, écrivent leurs propres pensées, applaudissent les réussites personnelles. La femme qui a pris l'avion pour Madrid était une employée de maison à la retraite qui avait oublié son nom. Celle qui est revenue est Hortensia Castillo, artiste, voyageuse, amie, une femme accomplie qui n'a besoin de l'approbation de personne pour valider son existence. Je me réveille encore chaque matin sans savoir exactement de quoi la journée sera faite, mais cette incertitude est désormais enthousiasmante et non terrifiante, car j'ai enfin appris la leçon la plus importante. Je mérite d'écrire ma propre histoire, et il n'est jamais trop tard pour en changer le dénouement.